m'appelle Thierry Thévenin, donc je suis herboriste, paysan et herboriste en Creuse, à la limite du Puy-de-Dôme et de la Creuse. Et là, je vais essayer de vous raconter, c'est un peu mission impossible, mais en quelques minutes, l'histoire de l'herboristerie. Et pour ça, on va peut-être s'appuyer sur deux plantes. Parce que c'est une histoire assez ancienne, mais finalement qui dure et qui perdure. Et il y a des choses qui peuvent servir de repère, et bien sûr, c'est les plantes. Donc par exemple, là, c'est l'achillée millefeuille. Et l'achillée, c'est une plante dont la trace de l'usage est extrêmement ancienne, en fait, en herboristerie. Une des premières... voilà, donc c'est la sommité d'achillée millefeuille. Cette plante-là est utilisée, en fait, on le sait, d'une manière non fortuite. Alors on ne sait pas exactement si c'était un herboriste, sûrement pas de la manière dont on l'entend aujourd'hui, mais elle a été utilisée, l'achillée, il y a 60 000 ans. Il y a des tombes des néandertaliens qui ont été fouillées en Irak dans les années 50, et on a retrouvé quelqu'un qui était enterré sur un lit de 7 plantes médicinales différentes, donc c'est loin d'être fortuit. Et il y avait une concentration de pollen qui a montré que c'était vraiment intentionnel. Et 7 plantes toutes avec des propriétés médicinales. Donc voilà, c'est extrêmement ancien. Achillée millefeuille, donc elle n'a jamais cessé d'être utilisée. Dans l'Antiquité, on trouve ça dans les textes de l'Antiquité, au Moyen-Âge. Elle est toujours utilisée de nos jours. C'est une plante qui est toujours vendue, en fait. Voilà, l'herboristerie, c'est sûrement une pratique, pas forcément professionnelle au début, mais qui a été largement partagée par une grande partie de la population. Et au fur et à mesure de l'urbanisation, quand les gens se sont constitués en ville, c'est un métier qui est devenu une spécialité, une spécialisation. On en trouve trace en Mésopotamie, où il y avait des gens... Alors souvent, les métiers sont confondus. L'herboristerie de l'Antiquité, l'herboriste, c'est en même temps le médecin, c'est celui qui va donc diagnostiquer les maladies, souvent d'ailleurs d'origine divine ou magique. C'est celui qui va les prescrire, mais c'est souvent celui qui les cueille. Et ça perdure assez longtemps. Encore au Moyen-Âge, les rôles sont, en France, puisque là on va parler un peu de l'herboristerie en France, sont souvent assez flous. Et c'est à partir du XIIIe, XIVe siècle où, dans les villes, en tout cas, pas à la campagne, mais dans les villes, on va essayer d'organiser les professions et on va avoir émergé des professions différentes. Donc le mot herboriste, il est assez tardif finalement, il date à peu près de la Renaissance, mais il y avait un mot assez proche au Moyen-Âge qui était employé, c'est herbier ou herbé. On trouve ça dans les vieux textes. Et donc il y a des corporations d'herbiers, donc les ancêtres des herboristes, dès le Moyen-Âge en France. Et à côté de ça, il y a d'autres professions qui sont concernées par les plantes médicinales. Ça va être les physiciens. À l'époque, c'était les médecins d'aujourd'hui, on appelait ça des physiciens. Et les apothicaires, qui sont les ancêtres des pharmaciens. Mais souvent, les rôles sont encore assez flous. Facilement, il y a d'ailleurs des conflits, souvent, entre ces professions. Les médecins ont tendance à vendre des remèdes, les apothicaires ont tendance à faire du diagnostic, les herboristes fabriquent des remèdes, donc c'est souvent assez flou. Et puis peu à peu, tout ça s'organise. Alors les herboristes, à partir du XVe, XVIe siècle, on les appelle herboristes. La première définition du mot herboriste, c'est officielle, écrite, on la trouve dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française, au XVIIe. On dit c'est celui qui connaît les simples. Alors les simples, c'est ça en fait. Les simples, c'est-à-dire c'est les plantes médicinales en l'état, non transformées, d'origine locale, et ça fait opposition à ce qui était utilisé par les concurrents des herboristes, c'était les apothicaires ou les épiciers apothicaires, on les appelait comme ça au Moyen-Âge, qui eux travaillaient plutôt avec des produits exotiques, coûteux, et souvent en fabriquant des remèdes composés parfois d'une centaine d'ingrédients différents. La thériaque, qui était un peu le chef-d'œuvre des apothicaires, il y avait la thériaque de Venise, la thériaque, il y en avait des thériaques un peu partout. C'était beaucoup de remèdes coûteux, exotiques, complexes. Les simples, on est là-dessus. Donc c'est ce qui fait la spécificité des herboristes. Mais ces herboristes, du fait qu'ils travaillent avec des plantes locales,
et peu coûteuse. Il s'adresse aussi, donc, d'ailleurs, au moins jusqu'au Moyen-Âge, à 90 ou 95% de la population. Ça les marginalise un peu. En fait, les médecins et les apothicaires, ils s'adressent à l'élite du corps social. Il n'y avait pas, jusqu'au XVe siècle, aucun médecin dans toute la Bretagne. Il y avait une poignée de médecins essentiellement dans les grandes villes et qui étaient en général attachés à une personne, au roi, à l'échevin ou à l'évêque. La population avait recours aux herboristes. Mais ça va un peu les marginaliser au niveau du pouvoir et peu à peu ils vont se faire évincer en tant que profession de santé. Donc ils vont continuer d'assurer la fourniture de remèdes à la grande partie de la population, à l'écrasante majorité de la population, mais ils vont peu à peu perdre une certaine reconnaissance officielle. Donc la reconnaissance officielle d'ailleurs des herboristes a été brève. En fait, elle est apparue pour la première fois à peu près à l'époque de la Révolution, où la faculté de médecine de Paris a délivré un diplôme à un herboriste, qui s'appelait Edmé Gillot, le premier herboriste diplômé. Un deuxième, apparemment, il y aurait eu 2 herboristes diplômés. Et après, il y a la Révolution qui a un peu balayé beaucoup de choses. Et c'est avec la loi de 1803, donc à l'époque de l'Empire, qui a organisé vraiment d'une manière centralisée et étatique la santé comme plein d'autres choses. Donc il y a eu des écoles de médecine, des écoles de pharmacie. Et là, on a créé un certificat d'herboriste qui a été placé sous la tutelle des pharmaciens. C'est donc les pharmaciens qui enseignaient le métier aux herboristes dans les écoles. Alors c'est un métier aussi qui s'est peu à peu marginalisé et qui était assez fragile parce que, et ça on peut, je pense, remonter assez loin dans l'histoire, en tout cas on a la preuve de ça au 19e, c'est un métier assez populaire, donc dont la clientèle c'est les couches populaires, et les herboristes sont aussi souvent des origines populaires et très largement féminins. On a pu observer, il y a eu des études qui ont montré que les certificats d'herboristes étaient délivrés certaines années jusqu'à 80-85% de femmes. Et 19e siècle, on est encore dans une société bien misogyne. Hein. La pharmacie, par exemple, était une profession interdite aux femmes. C'est aussi pour ça qu'il y avait peut-être pas mal de femmes herboristes. Ça avait été adopté d'ailleurs par le Parlement à l'époque, en 1803, de dire que la pharmacie était interdite aux femmes parce que c'était une affaire beaucoup trop sérieuse pour les confier à des femmes, quoi. Voilà, ça montre un peu la mentalité de l'époque. Donc le métier d'herboriste a donc existé légalement, même si c'était sous la tutelle des pharmaciens, jusqu'en 1941, pendant à peu près 150 ans. Et quand il y a eu cette loi de 1941, qui là a été faite pour moderniser le médicament et la pharmacie en France, en fait là on a décidé, l'État français, c'était pas un gouvernement démocratique, hein, c'était ce qu'on appelait l'État français, donc le régime de Vichy, a décidé de supprimer l'enseignement des herboristes. Dans un premier temps, ça avait été imaginé de les supprimer purement et simplement, mais le calcul avait été fait que ce serait trop coûteux pour les indemniser. Ils étaient encore à peu près 5000 en France à exercer, et donc on a décidé de les laisser exercer leur vie durant, mais de plus délivrer de diplôme et de plus délivrer d'enseignement. Donc en fait, peu à peu, les herboristes ont disparu. Les toutes dernières personnes ont souvent terminé très tard, c'est un peu des métiers passion, donc elles ont souvent fini leur carrière à la fin des années 80, mais il y en avait de moins en moins. Et on aurait pu penser que ce métier allait disparaître, visiblement non. Moi j'appelle le métier qui ne veut pas mourir. En fait, années 80, il y a pas mal de gens dans la société civile qui se sont émus de la disparition des herboristes, et il y a eu un véritable retour et renouveau. Alors d'abord timide, mais en 82, 83, 84, dans une poignée d'années, on a eu la création d'écoles d'herboristerie, donc qui ont proposé des enseignements sur 2 ans ou 3 ans, avec des certificats donc non reconnus officiellement, puisque l'État ne voulait plus d'herboristes. On a vu aussi la création du syndicat simple, par exemple, qui est un syndicat de producteurs de plantes médicinales qui font de la vente directe, donc qui sont presque en train de renouer avec l'antique métier des herbiers, où c'est vraiment, on va de la récolte au séchage, à la transformation de la plante, jusqu'à la délivrance au public. Voilà, il y a un vrai retour des herboristes. Aujourd'hui, en France, c'est difficile à donner un chiffre, mais on peut estimer qu'il y a plus d'1 millier d'herboristes, soit
producteurs ou paysans herboristes, soit sous des herboristes installés en ville et qui font du commerce, de la vente et du conseil autour des plantes. Donc voilà, c'est brosser très très rapidement ce métier d'herboriste. Et la pratique, en fait, il y a différentes formes qui sont proposées aujourd'hui. On a des formes antiques qui ont disparu, les thériaques a disparu, les électuaires ou ces choses-là ont disparu. Mais aujourd'hui, il reste encore une gamme. Bon, moi je suis herboriste, donc ça, ici on est chez moi, mais ça peut être des gammes de plantes sèches comme ça pour les tisanes. Ça peut être des produits d'extraction, mais très bruts et non transformés, comme des huiles essentielles, où en fait on fait une distillation de la plante à la vapeur d'eau, ou des hydrolats. Donc c'est ce qu'on récolte à la sortie de l'alambic. À côté de l'huile essentielle, c'est une eau qui est chargée en molécules hydrosolubles. Et puis quelques fabrications aussi qui aujourd'hui sont pratiquées par les herboristes. C'est des macérations solaires, simplement de la plante sèche macérée dans l'huile végétale, des choses très simples comme ça. Et ça, c'est en véritable essor et chaque année, il y a de plus en plus d'installations, malgré quelques difficultés. Là, si on voulait donner un autre exemple, aujourd'hui, cette plante-là, le bleuet, que tout le monde connaît, le bleuet des champs, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est une très très jolie fleur. Elle est tellement jolie d'ailleurs et inoffensive en fait, avec le bleuet, il n'y a vraiment aucun risque d'intoxication, qu'il y a certaines marques de thé bien connues qui la mettent en décoration dans leur thé. Voilà, Lipton, pour ne pas les citer, mais il y en a d'autres. Et ben, paradoxalement, cette plante-là, aujourd'hui, et ça c'est un des problèmes de l'herboristerie contemporaine, on ne peut pas la vendre en tant que paysan herboriste ou si on est herboriste en dehors d'une officine. Elle appartient au monopole pharmaceutique. Alors que ça peut paraître surprenant parce que, je me répète, mais il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, on est vraiment sur quelque chose d'inoffensif. La plupart du temps, les gens qui la consomment, c'est pour les soins des yeux, c'est en usage externe, l'infusion filtrée. Pour le moment, je pense que ça va évoluer, parce qu'il y a vraiment un engouement aussi de la population pour les produits d'herboristerie. Mais pour le moment, normalement, vous êtes condamné à l'acheter dans une officine de pharmacie, sinon on sort du cadre légal. Donc voilà, personnellement, moi je fais un peu de résistance, comme vous pouvez le constater, parce que c'est effectivement une plante qui peut être utilisée en alimentation, qui a bien d'autres usages que thérapeutiques, simplement pour décorer des salades. Et donc cette loi, à mon avis, est complètement pas du tout en adéquation avec la réalité du terrain. Voilà, quoi dire d'autre sur ce métier Donc, le métier d'herboriste, c'est un métier assez manuel, assez sensible, assez sensitif. On est largement dans une forme d'empirisme, ça c'est sûr, parce que pour les plantes médicinales, sous la forme de tisane, il y a finalement assez peu de recherches qui sont faites et il manque de recherches cliniques notamment, ça coûte très cher, et ni les pouvoirs publics dont les fonds sont sans doute destinés à d'autres destinations, et les laboratoires pharmaceutiques ou homéopathiques n'ont pas envie d'aller payer des études cliniques qui coûtent des centaines de milliers d'euros pour finalement permettre la validation d'un produit qui ne peut pas être breveté et sur lequel il n'y aura pas de retour sur investissement. Et donc il manque cruellement souvent de preuves scientifiques de l'usage de ces plantes, alors que le bleuet, la Centaurea, ça fait partie, il y a des plantes de ce groupe qui ont également été trouvées dans la même tombe irakienne dont je vous parlais au début. C'est des plantes qui ont un usage absolument multiséculaire. Et donc je pense que l'herboristerie a encore de beaux jours devant elle, parce que même si on manque un peu de preuves scientifiques, on a un nombre de générations de cobayes, d'une certaine manière, humains, absolument incalculable, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils feront le tri là-dedans.
Une espèce de conclusion, peut-être Ouais, une conclusion. une phrase, quoi, quelque chose que tu arrives à condenser quoi, par rapport à cette formation qui peut, en tout cas, les orienter sur... Voilà. Alors, pour conclure pour ce MOOC, sur cette partie arboristerie, aujourd'hui, on a beaucoup de chance finalement dans notre génération parce qu'on a accès à une foultitude de moyens de se former, soit à un niveau assez faible pour l'autoconsommation, pour son âge personnel, jusqu'à des formations pointues. Donc il y a ce MOOC qui est vraiment une introduction. Là, en 3 minutes, on peut ne faire qu'une introduction à l'arboristerie, mais il existe des écoles d'arboristerie, il existe beaucoup d'ouvrages, il existe des stages de formation pratique sur le terrain. Il y a mille et une manières aujourd'hui de se former à l'arboristerie. Et donc, je pense que voilà, on est un petit peu gâté et qu'il faut en profiter. Et il y a un travail aussi de reconnaissance actuellement de ce métier. Et prochainement, j'espère qu'il devrait y avoir, c'est prévu en tout cas, peut-être une loi, un projet de loi qui pourrait permettre de réhabiliter en fait vraiment définitivement, officiellement, le métier d'herboriste en France.